Bonjour à tous, bienvenue pour cette première capsule vidéo consacrée donc à des rappels sur la matière des connaissances que vous avez accumulées en sixième et cinquième. Des connaissances dont nous allons avoir grandement besoin pour ce début de programme de quatrième. Donc je vous invite fortement à bien vous remémorer tout ce que nous allons voir ici, que vous devez déjà connaître, mais si vous avez encore quelques flottements ou quelques oublis, voilà, cette vidéo est faite pour rattraper un petit peu tout ça. Donc prenez bien quelques minutes pour vous assurer que vous avez encore toutes ces connaissances. Alors, la matière, telle que nous la rencontrons tous les jours, existe sous plusieurs états. D'accord. Nous allons rappeler ce que c'est que l'état de la matière, ce que sont les états de la matière, leurs caractéristiques, et nous souvenir qu'il est possible que un état de la matière puisse varier. D'accord. La matière peut changer d'état, passer d'un état à un autre, et on va voir un petit peu sous quelles conditions cela est possible. Alors, premièrement, dans la vie de tous les jours, dans notre expérience quotidienne, nous voyons que la matière existe sous trois états différents. Alors, les plus courants, le solide, le liquide et le gaz. Alors, ici, nous allons parler de l'eau, d'accord, parce que c'est la substance que vous rencontrez le plus souvent dans le quotidien et que nous étudions le plus souvent en sciences, d'accord. Mais évidemment, la matière, l'eau n'est pas la matière n'est pas l'eau. Il existe énormément de substances différentes dans notre univers et l'eau en fait partie. C'est une des substances qui existent, une des composantes de la matière et on étudie celle-ci en particulier parce qu'elle n'est pas dangereuse, c'est facile à étudier et il y en a partout. Mais évidemment, toutes les substances, enfin une grande majorité des substances, peuvent exister dans ces trois états de la matière, solide, gaz, liquide. D'accord. On peut très bien, par exemple, étudier un morceau enfin une certaine quantité de fer. Euh, le fer à la température ordinaire, on le trouve à l'état solide, d'accord, c'est un solide, mais ce solide, je peux le faire fondre, d'accord, pour obtenir du fer liquide avec une certaine température. Et si je continue à faire chauffer ce fer liquide, on va obtenir un gaz, exactement comme on l'obtient avec de l'eau. D'accord. Donc ne gardez pas en tête que la matière c'est de l'eau. D'accord. Ce que l'on va dire ici est vrai pour n'importe quel type de substance. D'accord. Bien. Donc la matière existe sous trois états, solide, liquide et gaz. Alors, nous allons redonner quelques exemples de ces différents états de l'eau, par exemple ici. Donc l'eau solide, pardon, nous la rencontrons surtout à l'état naturel dans les glaciers. Nous allons la rencontrer aussi dans les banquises. Alors, glacier, c'est ce que nous retrouvons dans les montagnes, d'accord. Ce sont les couches de glace qui enveloppent les sommets des montagneux. Les banquises, alors c'est à peu près la même chose, hein, c'est de la glace comme ça qui s'accumule, mais simplement elle s'accumule sur la mer, au niveau des pôles, d'accord. Donc il y a une petite différence entre les deux en termes géographiques, mais la composition c'est toujours de l'eau sous la forme solide. Et la neige également, ne pas perdre de vue que la neige c'est également de l'eau sous la forme solide. Alors ce sont des microscopiques cristaux de glace, mais c'est bien de l'eau sous la forme solide, d'accord, qui s'accumule et qui forme le tapis neigeux que l'on rencontre l'hiver par exemple. L'eau liquide, on va la rencontrer, alors c'est un petit peu plus instinctif, on la rencontre au niveau des mers, des lacs, des étangs, d'accord. Mais également, et c'est là où il faut faire bien attention, c'est les nuages. Les nuages, ce sont des masses d'eau à l'état liquide. D'accord. Alors pas de la même façon que les étendues d'eau telles que les mers, les océans et ainsi de suite. Ce sont des microscopiques gouttelettes d'eau. D'accord. Imaginez une goutte d'eau, mais vous prenez une goutte d'eau et vous la rapetissez de façon à ce que l'œil humain soit incapable de la distinguer seul. Mais vous en ajoutez comme ça des milliards et des milliards les unes à côté des autres entraînés par les vents et vous obtenez ce qu'on appelle un nuage. Un nuage, c'est une accumulation de microscopiques gouttelettes, mais à l'état liquide. D'accord. Ce n'est pas un gaz. Le brouillard, même chose. Le brouillard, ce sont des microscopiques gouttelettes d'eau emportées, en suspension dans l'air. D'accord. Elles sont tellement petites, tellement légères qu'elles sont emportées par l'air, par le vent, et ça forme ces espèces de nappes que l'on peut voir à certains moments de l'hiver quand il fait certaines conditions de température.
D'accord? Donc bien retenir ça, les nuages et le brouillard, ce ne sont pas de l'eau à l'état de gaz, mais bien à l'état liquide. D'accord? Simplement, les constituants, les gouttelettes qui constituent ces deux choses-là, sont tellement petites, microscopiques, que l'œil humain ne les voit pas. Mais c'est des gouttes d'eau liquide. On pourrait rajouter à ça la buée, d'accord? La buée que vous voyez sur les carreaux, c'est également de l'eau liquide. Mais ça, on le comprend beaucoup plus facilement, euh, puisque vous avez déjà eu l'occasion de passer un doigt sur une vitre un peu embuée comme ça, et vous voyez bien tout de suite que votre doigt est mouillé. Et ensuite, le troisième état, donc l'état gazeux, on le rencontre dans la vapeur d'eau. D'accord? La vapeur d'eau, c'est de l'eau à l'état gazeuse. Simplement, gardez bien en tête, là on la représente, mais c'est uniquement pour essayer de vous construire une image mentale de ce que c'est que la vapeur d'eau. N'oubliez pas que la vapeur d'eau est invisible. Et c'est bien pour cela qu'il ne faut pas confondre. Un nuage ne peut pas être de l'eau à l'état de gaz, puisque on le voit. Si vous le voyez, alors ce n'est pas un gaz. D'accord? Ce n'est pas la vapeur d'eau. La vapeur d'eau est invisible. Chacune des euh, petites portions d'eau qui constituent le gaz est invisible à l'œil nu. Donc on ne les voit pas. D'accord? Ce que vous voyez par exemple lorsque une casserole est en train de faire bouillir de l'eau sur la gazinière, ce que vous voyez en fait c'est une sorte de brouillard. D'accord? C'est une brume, c'est-à-dire ce sont des microscopiques gouttelettes qui sont en train de monter avec la chaleur. Elles sont emportées avec la chaleur dégagée par la casserole. Donc c'est de l'eau liquide. Ce que l'on voit à ce moment-là, c'est de l'eau liquide. Il y a bien de la vapeur qui s'échappe également, beaucoup de vapeur, mais celle-ci, on ne la voit pas. Ce que l'on voit, c'est uniquement quelques micro-gouttelettes qui remontent en même temps que la vapeur, et celles-là, les micro-gouttelettes, on les voit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important que vous pouvez essayer d'expliquer autour de vous. D'ailleurs, beaucoup de personnes confondent dans la vie de tous les jours la vapeur et l'effet de brouillard, l'effet de brume, d'accord? Ce qui sort de la casserole quand l'eau est en train de bouillir. Ce que l'on peut voir avec l'œil, ce n'est pas de la vapeur d'eau, ce sont des micro-gouttelettes, une espèce de brume qui accompagne la vapeur d'eau. Mais elle, la vapeur d'eau, on ne la voit pas, elle est invisible. Voilà, ça c'était des éléments déjà très importants à bien se remémorer. Donc ça, ce sont les différents états de l'eau et là où on les rencontre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est possible de passer d'un état à un autre de la matière et de revenir à l'état précédent. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'essentiel à bien comprendre. Euh, Dans la nature, vous allez rencontrer de l'eau à l'état solide, on l'a dit, les glaciers, ou plus fréquemment, nous, dans notre quotidien, ça va être des glaçons dans notre congélateur, par exemple. Et ces glaçons, je peux très bien, cette eau sous l'état de glace, je peux la faire fondre. Il suffit que je la sorte de mon congélateur, je laisse ces glaçons à température ambiante, et je sais très bien qu'au bout d'un certain temps, la température augmentant au niveau de mes glaçons, cette eau ne va pas rester sous l'état de glace, elle va changer d'état et devenir liquide. Ça va mettre un certain temps, mais ça va devenir liquide. Et de la même façon, ce liquide, je peux le verser dans une casserole, et au bout d'un certain temps, je vais obtenir un gaz. D'accord? Alors de façon naturelle, il faut bien comprendre une autre chose ici, c'est que ce changement d'état du liquide vers le gaz ne se fait pas uniquement lorsque l'on fait bouillir ce liquide. D'accord? On a tendance à penser ça, vu que c'est comme ça que l'on opère le plus souvent dans notre quotidien. D'accord? On prend de l'eau, on la met dans une casserole, on fait chauffer sur la gazinière, puis au bout d'un certain temps, ça rentre en ébullition et donc on transforme en gaz. Mais ça n'est pas l'unique façon de transformer un liquide en gaz. Pour vous en convaincre, vous pouvez très bien déposer une goutte d'eau sur votre table de cuisine, par exemple, là, faites-le, et d'ici quelques heures, vous revenez, cette goutte d'eau aura disparu. Alors évidemment, elle n'a pas disparu, il n'y a pas de tour de magie. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, cette goutte de liquide est passée à l'état de gaz, elle s'est vaporisée, ce que l'on dit. D'accord? Évaporée, pardon. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement, le liquide est passé à l'état d'un gaz. Simplement, ça se fait plus lentement à température ambiante que si on augmente la température jusqu'à ébullition. D'accord? Donc il y a deux façons de passer d'un liquide à un gaz. Soit on met ce liquide à chauffer, à bouillir, et à une certaine température, le liquide n'a plus le choix. Il y a ébullition, ça passe à l'état de gaz. Soit à température ambiante, c'est le cas dans des océans par exemple. Les océans continuent en permanence à s'évaporer,
d'accord, sous l'effet du soleil, du vent, et le liquide que contient ces océans, ces mers, n'est pas en ébullition. Il est simplement en train de s'évaporer de façon naturelle, mais c'est beaucoup plus lent que lorsqu'il y a ébullition. D'accord. Donc ces changements d'état, je vous les rappelle, pour passer du solide au liquide, on appelle ça la fusion. Du liquide au gazeux, on a la vaporisation. Mais il existe aussi les passages inverses. Si je prends un gaz, que je le refroidis suffisamment, alors je vais retrouver du liquide. Et mon liquide, mon eau liquide, si je la mets dans un bac à glaçons au congélateur, je vais retrouver de l'eau solide. Donc je suis capable de faire les transformations inverses. Dans ce cas, donc du gaz vers le liquide, on va avoir la liquéfaction, et du liquide vers le solide, la solidification. Ces quatre changements d'état, vous devez les connaître. D'accord. Du solide au liquide, la fusion. Du liquide à la vapeur, vous pouvez garder ça donc en tête, la vapeur. Le gaz, pour l'eau, c'est la vapeur, donc on peut vaporiser, la vaporisation. Du gaz vers le liquide, on a la liquéfaction. Et du liquide vers le solide, on a la solidification. Donc vous voyez qu'on peut avoir des mémotechniques assez faciles pour ces trois-là. Vaporisation, c'est qu'on va du liquide vers la vapeur. De liquéfaction, c'est qu'on va du gaz vers le liquide. On retrouve liquide, liquéfaction. Et du liquide vers le solide, on a la solidification. D'accord. Le seul un petit peu difficile à retenir, c'est la fusion. Celui-là, il faut bien l'apprendre par cœur. Solide vers liquide, on a la fusion. Alors ceci se fait évidemment par changement de température. D'accord. On passe d'un état à un autre dans ce sens en augmentant la température. D'accord. Si j'augmente la température de la glace d'eau, je vais finir par la faire fondre, il va y avoir fusion. Et ensuite, si je continue à augmenter la température de mon liquide, je vais le vaporiser, il va devenir un gaz. Et dans l'autre sens, si je baisse la température, je vais repasser par le liquide, puis par le solide. D'accord. Donc il y a un lien très étroit avec la température. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète encore une fois, la vaporisation, c'est le nom du changement d'état. D'accord. Nous avons vu quatre changements d'état à connaître. La fusion, la vaporisation, la liquéfaction et la solidification. La vaporisation, donc c'est le passage du liquide au gaz. Ne pas confondre cette vaporisation, qui est un changement d'état, avec l'ébullition. D'accord. L'ébullition, d'accord, c'est ce qu'on est en train de monter ici. On met de l'eau à bouillir dans une casserole. Cette ébullition n'est pas un changement d'état à proprement parler. Alors c'en est un, en fait, c'est une vaporisation très rapide, très violente. D'accord. En fait, dans cette situation-là, l'eau à l'état liquide ne peut plus exister. La température est trop élevée pour que l'eau reste à l'état liquide. Elle est forcée de passer à l'état de gaz. Nous verrons cette année pourquoi. Encore, toutefois est-il qu'il faut retenir ça, hein. L'ébullition, ça n'est pas le nom du changement d'état. Le changement d'état, c'est la vaporisation. Simplement, l'ébullition, c'est une vaporisation particulière qui intervient lorsque l'on chauffe suffisamment un liquide. D'accord. Nous verrons pour l'eau quelle est cette condition à partir de laquelle on obtient cette ébullition. D'accord. Et dans le cas d'une vaporisation naturelle, d'accord, dans le changement d'état toujours c'est vaporisation, mais de façon naturelle à température ambiante, on appelle ça l'évaporation. D'accord. Alors, retenir absolument vaporisation, ça c'est le changement d'état. Et garder en tête que dans certaines situations, on est dans un cas d'évaporation, c'est-à-dire à température normale, la vaporisation qui s'opère est lente. D'accord. C'est notre goutte d'eau sur la table de la cuisine qui va disparaître petit à petit, elle s'évapore, elle passe à l'état de gaz de façon lente mais à température ambiante. Ou alors si on veut forcer la chose, si on veut obtenir notre gaz tout de suite, alors on chauffe à une certaine température et à un moment donné, l'ébullition va se faire et c'est une vaporisation violente et rapide. L'eau n'a plus le choix, elle doit passer à l'état de gaz. D'accord. Donc bien avoir ça en tête. Enfin, donc pour bien se souvenir de ça, vous avez vu le cycle de l'eau. C'est important d'avoir en tête ces différents mécanismes qui interviennent de façon naturelle. D'accord. On peut les faire en laboratoire, vous pouvez les faire avec
un congélateur, avec une plaque chauffante, ce genre de choses. Mais dans la nature, ceci se fait de façon naturelle et forme ce que l'on appelle le cycle de l'eau. D'accord. La vaporisation des océans. Donc la vaporisation, on a de la vapeur qui monte, qui va finir par se transformer en petites gouttelettes dans les nuages. Donc on a une liquéfaction, on est passé d'un gaz à des petites gouttelettes liquides, donc c'est une liquéfaction. Le nuage se déplace, il va arriver à une certaine altitude. Le froid fait que ces petites gouttelettes qui constituent le nuage vont se cristalliser, vont faire des flocons de neige qui vont tomber. Donc là, on a bien une solidification. Les gouttelettes du nuage qui étaient liquides vont se transformer en cristaux de glace qui sont solides, qui vont tomber, former la neige des sommets. Cette neige, à certaines périodes de l'année, va fondre, d'accord, avec le réchauffement. Donc, il va y avoir fusion. J'avais ma neige sous l'état solide qui va fondre pour former de l'eau liquide qui va s'écouler pour reformer les lacs, d'accord. On va avoir les rivières, les ruisseaux, les rivières, les lacs, les nappes phréatiques, d'accord, ces réserves naturelles d'eau dont on a besoin pour boire, d'accord. Ça, c'est l'écoulement de l'eau. Et cette eau va finir par rejoindre l'océan dont elle est partie, ou les mers dont elle est partie. Et il va se reproduire, ce cycle. Ça va se vaporiser sous l'effet du soleil, du vent. D'accord. L'eau liquide va se transformer en gaz, remonter, se reliquéfier, ainsi de suite. Et c'est pour ça que l'on appelle cela le cycle de l'eau. D'accord. Ça continue en permanence à passer par les 4 états donc, de l'eau. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ce que l'on pouvait dire pour ces états de la matière et les changements d'état qui peuvent intervenir. Alors je finirai tout de même par une chose, rappeler que ceci, là on vient de voir pour l'eau, parce que encore une fois, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre quotidien, de plus vital. On a le cycle de l'eau naturelle, toutes ces choses-là qui nous permettent de bien étudier les changements d'état. Maintenant, encore une fois, la matière, la plupart des matières peuvent exister sous ces 4 états avec exactement les mêmes changements d'état. Je reprends mon exemple du fer, qui peut être solide, que je peux faire fondre pour avoir du fer en fusion, mais liquide, et ensuite je peux même le faire bouillir pour obtenir un gaz. D'accord. Ça, c'est pas de problème. Donc gardez en tête que la matière peut exister sous ces 3 états et pas seulement l'eau. L'eau n'est qu'un exemple. Enfin, il faut également se souvenir des propriétés que peut obtenir donc chacun de ces états de la matière. Alors, je vous illustre un petit peu tout cela. Alors, un petit instant. Voilà, donc je renote ici des choses importantes pour ces états. Donc on reprend encore une fois ici de l'eau, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Donc on retrouve bien notre état solide, j'ai un glaçon, notre état liquide, là j'ai mon eau qui est dans un récipient, et mon gaz. Et comme on est en train de parler de l'eau, là vous comprenez pourquoi là j'ai rien dessiné à l'intérieur, c'est que le gaz de l'eau est invisible. Alors tous les gaz ne sont pas invisibles, mais la vapeur d'eau, en l'occurrence, quand la matière, la substance c'est de l'eau, l'eau est invisible à l'état de gaz. Donc on ne la représente pas, ça n'a aucun intérêt, puisque ce ne serait pas juste. Alors, ce que je voulais préciser avant de vous quitter, c'est on n'oublie pas qu'un solide, ça a des propriétés bien particulières, lesquelles il a une forme propre, ce solide. Alors je vais le noter quand même à côté, pour se souvenir de ça. Donc un solide, où je vais descendre peut-être. Donc là vous retrouvez les changements d'état, hein, je les cache quelques instants. Donc pour un solide, on se souvient que il a une forme propre, d'accord. Forme propre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se déforme pas, je peux le poser quelque part sur une table, dans ma main, n'importe où, et le glaçon conserve la même forme, d'accord. Il est indéformable, d'accord. Et ça c'est vrai pour le solide est indéformable, d'accord, dans l'absolu. Donc il a une forme propre, sa forme ne dépend pas de ce dans quoi je le pose, il a une forme qui est définie. Deuxième chose, il a un volume propre, d'accord.
Je rappelle que le volume, c'est l'espace qu'occupe ce glaçon. D'accord, on comprend bien que ce glaçon occupe moins d'espace qu'une voiture par exemple. D'accord, la voiture occupe plus d'espace que ce glaçon. Mais ce glaçon, donc tout ça c'est des états solides, dans la voiture, la matière qui est constituée à l'état solide aussi, ça ne se déforme pas. Et le volume par exemple de ce glaçon ne change pas, l'espace qu'il occupe ne change pas. D'accord, que je le pose sur une table à l'autre bout de l'univers, ou dans ma main, ou sur le frigo, peu importe, l'espace qu'il prend ne change pas. Pour le liquide, on va avoir un volume propre, encore une fois, d'accord, que je mette cette eau dans ce récipient ou que je transverse cette eau dans un verre ou dans n'importe quel récipient qui peut le contenir, le volume sera toujours le même, d'accord. Ce qui va changer par contre, c'est sa forme. Donc la forme dépend de ce qui contient l'eau, d'accord, ou le liquide de façon générale. Si je le mets dans un verre, l'eau va s'étaler au fond du verre pour prendre la forme du verre. Si je le mets dans un bol, ça va prendre la forme du bol. Et si je le renverse sur le sol, ça va s'étaler pour essayer d'aller prendre la forme de la pièce. Alors s'il n'y en a pas assez, évidemment, on n'obtiendra pas ça. Mais imaginons, voilà, je le renverse au fond d'une piscine. Si j'en rajoute, ça va prendre la forme de la piscine. D'accord? Donc il n'y a pas de forme propre pour un liquide. Sa forme dépend de ce qui contient le liquide. Par contre, son volume, c'est-à-dire l'espace occupé par cette eau, est toujours le même espace. Alors, cet espace, on a l'impression qu'il change. D'accord, évidemment, si j'étale mon verre d'eau sur le sol, ça va faire une fine pellicule. Donc on a l'impression qu'il y a moins d'espace qui est occupé, mais vous voyez bien que la surface, par contre, a augmenté. Et en fait, si on pouvait mesurer, on verrait que c'est exactement le même espace qui est occupé. Simplement, il a changé de forme, cet espace. D'accord, mais ça occupe toujours la même place. Et enfin le gaz. Le gaz, lui, il a pas de volume propre. D'accord, son volume dépend de l'espace que je lui cède. Si je l'enferme dans un récipient comme ça hermétique, il va prendre tout l'espace qui lui est accessible. Si j'ouvre ce récipient, par exemple dans une pièce, alors il va s'échapper et il va pouvoir remplir, aller dans tous les espaces de la pièce. Donc son volume dépend du récipient qui le contient, qui le renferme. D'accord, je vais noter ça, pas de volume propre. D'accord. Et il n'a pas de forme propre non plus, c'est ce qu'on vient de dire. Là, ici, si je le mets dans ce récipient, bah, il va prendre la forme de ce récipient qui l'enferme. Si je fais une petite ouverture dans ce petit récipient, on a dit qu'il allait s'échapper, il allait occuper tout l'espace, le volume qui lui est accessible, donc il va prendre la forme, par exemple, de la pièce dans laquelle on le libère. D'accord. Donc sa forme dépend du récipient qui l'enferme. Donc il n'a pas de forme pas de forme propre non plus. D'accord. Donc on voit bien que la matière a différentes caractéristiques selon l'état dans lequel on la trouve. Un solide, c'est pratique parce que ça ne se déforme pas, ça a une forme propre, un volume propre. D'accord. Donc par exemple, si on crée, je sais pas moi, un parpaing pour construire un mur, on est bien content que sa forme ne change pas au cours du temps ou que son volume ne change pas. Si le parpaing doublait de volume ou diminuait de moitié de volume au cours du temps, bah, on comprend bien que notre maison ne tiendrait pas debout. D'accord. Le liquide, lui, il a d'autres propriétés. On peut remplir un espace avec lui, puisqu'il prend la forme du récipient. Donc c'est bien pour une piscine. On met de l'eau dans une piscine, on est sûr que ça va aller épouser les bords de la piscine et que on va en avoir partout. D'accord, au fond de la piscine. Si on mettait des glaçons, bah, on en aurait à certains endroits et puis pas à d'autres. Et enfin le gaz lui il occupe tout l'espace qui lui est accessible, il remplit tout le volume. D'accord, donc pas de volume propre, pas de forme propre, son volume et sa forme dépendent de ce dans quoi on le met et ce qui est accessible pour lui.
Voilà. Donc je vais m'arrêter là. On a refait absolument le point de tout ce qui est essentiel à connaître pour ce début d'année quatrième et pour bien aborder la suite des événements. Donc remettez-vous bien en tête ces différents états et soyez capable de donner des exemples des états de la matière autour de vous, solide, liquide, gaz. Euh, Faites bien attention à retenir le vocabulaire associé au changement d'état. Fusion, vaporisation, solidification, liquéfaction, on va en avoir besoin. Faites bien le distinguo entre une vaporisation et une ébullition. Et souvenez-vous surtout des caractéristiques de chacun de ces états. Forme propre, volume propre, ou pas de volume propre, pas de forme propre selon l'état. D'accord. Soyez à l'aise avec ça. C'est essentiel pour la suite. Voilà. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bon courage et à une prochaine pour une nouvelle vidéo.